Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez en direct de NCI ce soir, une émission spéciale pour décrypter la semaine électorale. 7,5 millions d'électeurs ivoiriens étaient appelés hier, samedi 6 mars, aux urnes pour élire leurs députés. 254 sièges à pourvoir, le 255e est en jeu après le décès d'une candidate suppléante. Selon la plupart des observateurs, nous venons d'assister aux premières élections depuis 10 ans à voir la participation des partis des trois principaux leaders de la vie politique ivoirienne. Comment se sont déroulées ces élections? Quelles sont les premières leçons qu'on peut en tirer? Les tops, les flops? On en parle avec nos invités. Docteur Arthur Banga, il est historien analyste politique. Docteur Sylvain Nguessan, il est analyste directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Kra Bernard, il est journaliste au journal Expression. Augustin Couillot, rédacteur en chef au journal Notre Voix. Drissa Bamba, président du Mouvement ivoirien des droits humains, le MIDH. Et enfin, André Silver-Conan, journaliste éditorialiste, fondateur de Ivoire Hebdo. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, les premiers résultats de ces législatives sont connus. La commission électorale indépendante les donne par vagues depuis hier et déjà les tendances semblent se dégager. Aurions-nous droit à une nouvelle configuration de la cartographie politique? Je vous poserai la question, messieurs, mais avant, je vous propose de voir ce sujet de Pierre Dippomelin. Quelques heures seulement après la fermeture des bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national, la CEI, Commission électorale indépendante, a procédé à la proclamation des résultats des élections législatives. Ont obtenu LJP, Loyauté, Justice, Progrès, à dépôt Henri, 40, soit 0,38%. UPPA, à dépôt Lazare, 36, soit 0,34%. RHDP, Hachi Patrick Jérôme, 7248, soit 69,06%. FPI, Eddy Alain Bertrand, 324, soit 0,9%. EDS, Abbé Ncho Hachi, 2778, soit 26,47%. Est élu Hachi Patrick Jérôme du RHDP. Ces résultats qui arrivent par vagues donnent à la date de ce dimanche une avance au RHDP, suivie par le PDCI-EDS. Notons que la campagne, le vote et le dépouillement des bulletins se sont déroulés dans le calme. Résultat de plusieurs messages de sensibilisation et d'appel à des élections apaisées par la AK, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ANP, Agence nationale de presse et des ONG engagées pour la promotion des droits de l'homme. Voilà, monsieur, quelles sont les premières analyses que vous faites de cette première vague de résultats annoncée par la Commission électorale indépendante? D'abord, je veux qu'on se prononce d'entrée d'émission sur la campagne électorale qui a été moins compliquée, enfin moins violente que celle de la présidentielle et tout le reste. André Silver? Alors, permettez d'abord que j'invite vos téléspectateurs à prier un peu pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui n'a pas pu participer à cette élection, à ces élections-là, mais qui traverse une période particulièrement difficile. Tout à fait. Et toutes nos prières l'accompagnent. Première chose. Deuxième chose, vous me voyez en maillot. Je suis un homme... En maillot? Oui, je suis en maillot orange. Expliquez-nous. C'est l'écharpe que je porte quand je me sens particulièrement content, heureux. Dites-nous pourquoi vous êtes content. Et je suis heureux parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques couacs, mais c'est la politique comme on veut en Côte d'Ivoire. Et je suis vraiment heureux parce que, sauf erreur de ma part, c'est la première élection depuis peut-être 1995, mais en tout cas très loin derrière, la première élection où il n'y a pas eu de mort. Je sais que j'ai lu un rapport hier de Aube Nouvelle de l'ex-préfet Vincent Aubirieux, qui parlait de 3 blessés à Port-Boué. Sérieusement, par rapport aux 5 morts lors des élections locales de 2018, par rapport aux 85 morts lors de la présidentielle de 2020,
je suis un homme heureux. Donc, cette ambiance pendant et post-électorale, bien sûr, il y aura certainement des contentieux, mais le contentieux participe de la démocratie. Je suis un homme heureux. Augustin Couillot, heureux aussi? Oh oui, parce que la campagne s'est bien déroulée. Les candidats ont tranquillement évolué, développé leurs arguments. Il n'y a pratiquement pas eu d'accrochage, je dis pratiquement parce que je ne maîtrise pas tout l'environnement, mais ce qui est certain, toutes les chapelles politiques y participant, ça a permis au jeu démocratique de se faire. De se faire. Donc, en me prononçant, parlant de la campagne, je pense qu'elle a été pacifique et elle s'est bien déroulée. Et le scrutin? Le scrutin également, on est le dimanche aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure encore, on ne maîtrise pas encore tout ce qui s'est passé, mais de façon globale, les observateurs n'ont pas signalé de morts, de confrontations, d'affrontements très graves, ou bien s'il y a eu des escarmouches, c'est vraiment certainement très localisé. Donc, je pense que c'est une élection qui s'est bien déroulée. Rissa Bamba, vous êtes le président du Mouvement ivoirien des droits humains, le MIDH. Vous faites partie de ces observateurs, de ces milliers d'observateurs qui ont observé, on va dire ça comme ça, ce scrutin. Quel est votre sentiment au lendemain de ce jour de vote? Un sentiment de satisfaction, entendu que nous, défenseurs des droits de l'homme, nous sommes aux aguets lors des périodes électorales. Et il faut dire que cette année, en 2021, nous avons sillonné plusieurs localités. Rappelons que nous sommes implantés en tant que MIDH dans plusieurs régions du pays et nos sections ont couvert la campagne électorale en termes de monitoring de violation des droits de l'homme. Et le jour du scrutin, c'est-à-dire hier, nous avons aussi déployé nos observateurs qui ont suivi le déroulement du scrutin. Les violations majeures ont-elles été observées? Alors, non, il faut le dire, c'est vrai, des incidents ici et là, mais pas de violations graves comparées, n'est-ce pas, aux élections présidentielles passées. Est-ce que, enfin c'est le plus dur, hein, est-ce que des citoyens ont été empêchés de voter par exemple? Alors, ce que vous indiquez là est un des points que nous observons en termes d'incidents. Et il faut dire que tous nos observateurs qui ont justement couvert l'élection, aucun n'a fait cas d'empêchement d'exercer le droit de vote. Par contre, il faut indiquer qu'il y a eu quand même des échauffourées, notamment à Port-Boué. Et vous l'avez vu, nous étions nous-mêmes sur le terrain à Port-Boué, au champ de campagne, n'est-ce pas, du candidat du PDCI RDA, où nous avons vu un déploiement massif des forces de l'ordre qui, en vérité, aura effrayé quelques populations qui ont dû retourner chez elles. Ça, c'est des faits. Et aussi, dans la région du Go, nos observateurs ont pu constater qu'il y a une urne, n'est-ce pas, qui a été emportée et brûlée par des manifestants, n'est-ce pas, dans un village de la région du Go. Mais c'est des incidents qui n'ont pas d'impact véritable sur l'ambiance, le déroulement global. Quand vous dites ça, que ce sont des cas isolés qui n'ont pas d'influence sur la sincérité du scrutin. Cra Bernard, analyse, sentiment de cette campagne électorale et du jour du scrutin, du vote? Oui, comme tous les autres, je pense qu'il faut se féliciter de l'environnement de la campagne et même du déroulement du scrutin. Les uns et les autres l'ont déjà dit, on se félicite. Pour cette fois, il n'y a pas eu de mort. Mais moi, j'estime que c'est ce qui doit être la norme. À une élection, c'est une compétition. C'est un jeu. Quand on va à une élection, on peut gagner, on peut perdre, mais on reste toujours frère. Et je pense que c'est dans cette normalité que la Côte d'Ivoire doit désormais s'inscrire. On ne va pas des élections pour déplorer des morts. On ne va pas des élections pour déplorer des casses. Et je pense que pour cette fois-ci, comme toutes les formations ont participé à ce scrutin,
il faut se féliciter du déroulement global de ce scrutin et prier que les autres élections qui viendront après puissent se dérouler dans un tel environnement, dans un tel climat. Docteur Sylvain Nguessan. Oui, merci. J'ai eu l'occasion de sillonner quand même une dizaine de localités. À Beauville, Divo, Gagnoa, Soubré, San Pedro, Diokwe, Yamsokro, Boaké. Il y a des scènes quand même qui m'ont marqué. Dans une ville, voir des équipes différentes se dépasser sur la voie, se saluant, en se chahutant. Vraiment, c'est de cette Côte d'Ivoire qu'on rêve. Nous aussi, nous sommes capables d'organiser une élection sans mort d'homme. Nous sommes capables d'organiser une élection sans qu'on brûle les institutions, les sièges des institutions de la République. C'est à saluer, on espère que cela va se répéter dans les années à venir. Il faudra saluer également la maturité de la classe politique, certainement qu'on y reviendra. Il faudra insister avec le poste qu'a fait le candidat OD hier. Vraiment, ça, personnellement, j'ai été touché. Je ne sais pas s'il a été le premier à féliciter son adversaire, mais le geste, il est à saluer. OD a félicité. C'est un geste vraiment qui est à répéter. Si tous les camps pouvaient travailler de la sorte, tous les candidats pouvaient appeler leurs adversaires pour les féliciter de la sorte, c'est la Côte d'Ivoire qui se porterait mieux. Docteur Arthur Banga. Oui, c'est même son de cloche, hein. Satisfaction globale, satisfaction générale de ces élections. Bon, de façon générale, à l'exception de l'élection législative de 2000, où le RG de la candidature d'Alassane Ouattara à l'époque avait sémé des troubles, en général, les élections législatives se déroulent plutôt bien. Voilà, elles se retrouvent plutôt bien. Et là, je disais la semaine passée, on est un peu dans la configuration de 95, où je pense que la classe politique, les Ivoiriens dans leur globalité, dans leur ensemble, ont décidé d'utiliser, de se rattraper en quelque sorte. Et je suis tout heureux comme tous les Ivoiriens. Moi, hier, j'ai voté à Yop. On a eu le temps de voter, de faire la fête, de jouer au foot avec les potes avant d'aller voter. Tout, c'était parfait, quoi. On est rentré chacun chez nous. C'était très bien. C'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on souhaite. Je suis d'autant plus heureux qu'on démontre aux gens qu'on peut, quand on veut, être mature. J'aurais aimé quand même qu'il y ait un peu plus de participation, même si globalement les élections locales attirent moins que les élections présidentielles. Je pense que si j'ai un bémol à trouver, c'est sur la participation que je pensais beaucoup plus importante que celle qu'on a vue. Effectivement, il faut féliciter déjà certains candidats qui ont reconnu d'emblée leur défaite. Je pense à Odé, à Amiral Obougnon, je crois, voilà. Au candidat face à Billon, qui avant les élections avait déjà reconnu. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que même la plupart des candidats, j'ai eu 2 conférences de presse de candidats qui semblent ne pas être d'accord avec l'évolution de la situation, ils ont à la fin appelé leurs militants au calme et se dit prêts à saisir les juridictions. C'est-à-dire que même l'idée du contentieux, quand on n'est pas d'accord avec le déroulement, est en train de prendre forme. Donc bravo la Côte d'Ivoire, bravo les Ivoiriens, bravo notre classe politique, bravo au président de la République, sans doute qui est le premier de notre classe politique. Et comme André, grosse pensée au Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui je pense a manqué durant cette campagne, tant c'est un homme qui aime bien faire la campagne. Ça veut dire que les hommes politiques ivoiriens, pas tous peut-être, mais en tout cas beaucoup d'entre eux ont commencé à être beaucoup plus responsables dans le discours. Naturellement, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas... Quand on atteint un pic dans le mal, il faut pouvoir remonter la pente. Je pense que c'est dans cette démarche qu'on a eu. On a raté une décennie. Et ces élections présidentielles passées nous ont fait comprendre qu'on vraiment on courait à la perte. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde regarde dans la même direction. Il faut espérer que ça continue de la sorte. Il faut espérer que la politique reste dans son cadre. Les rivalités, les divergences, justement, c'est ce qui enrichit notre nation. Et il faut espérer qu'on reste dans ce cadre politique et on garde toujours de bonnes amitiés. Alors, oui, André ? Oui, mais il y a aussi effectivement l'opinion, la conscience citoyenne. Et on a vraiment une forme de conscience citoyenne qui est en construction et qui est une force majeure qui amène les gens à la responsabilité. Voilà, aujourd'hui, certains dirigeants politiques ne s'amuseraient pas à lancer des mots d'ordre au hasard, parce qu'il y a une conscience citoyenne, un leadership au niveau de l'opinion qui se dégage, un leadership indépendant qui se dégage et qui décrypte froidement les discours politiques et situe les responsabilités. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est
la commission électorale, il y a eu quand même au passage, après la présidentielle, une sorte de récomposition de la commission électorale, quand bien même EDS n'est pas encore officiellement entré, mais l'opposition a pris sa place au sein de la commission électorale et ça a rassuré un peu. Voilà. Il faut bien comprendre que pour qu'un candidat puisse admettre sa défaite électorale, cela suppose que ce candidat-là a été convaincu par sa défaite dans les urnes, mais de façon tout à fait loyale. Voilà. Et effectivement, Ouattara Draman nous a donc donné une belle leçon. Je pense qu'il est l'un, on en parlera certainement tout à l'heure, mais il est l'un des grands vainqueurs de cette élection, quand bien même il a perdu. Voilà. Et il a créé donc, je vais dire, cette forme d'atmosphère. Et on a vu, ça c'est allé très rapidement. Attanda, le candidat du PDCI, a reconnu tout de suite sa défaite face à Djoumani. Effectivement, Arthur parlait de Amira Lobognon face à Kaweli à Ferté. Ahara, le candidat du PDCI, a concédé sa défaite face au candidat du RHDP. C'est la politique dont on rêve. Docteur Drissa Bamba, allez-y. Oui, alors, je voudrais que nous puissions tous reconnaître sur ce plateau l'action de la société civile dans les résultats obtenus. Il faut se souvenir que la société civile, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a mené plusieurs campagnes de sensibilisation. Et il y a quelques jours, le mouvement ivoirien des droits humains que je représente organisait justement ici à Abidjan un panel de haut niveau sur le renforcement de la cohésion sociale et de la participation citoyenne des professionnels des médias, de la société civile, n'est-ce pas, au processus électoral. Et nous sommes sur un plateau de télévision. Vous savez que la presse a souvent été l'objet de critiques acerbes. Tout comme la société civile. Tout à fait, tout à fait. Et donc nous, Organisation de défense des droits de l'homme, nous avons estimé qu'il était bon qu'on mette les professionnels des médias face à leurs responsabilités. Nous pensons avoir contribué ainsi que les autres collègues de la société civile, à l'apaisement, n'est-ce pas, du climat social. Vous avez indexé la presse, Augustin Couillot veut réagir. Non, mais... Allez-y, Augustin. Non, je voudrais... c'est vrai que tout le monde a joué sa partition, y compris la presse d'ailleurs, mais ce que je voudrais faire un petit bémol, parce qu'il y a beaucoup d'éloges actuellement, mais quand même, c'est pas normal qu'on organise une élection et à la mi-journée, on ne connaît pas le taux de participation. Et jusqu'à présent, on ne connaît pas le taux de participation. Et je pense que la Côte d'Ivoire organise les élections depuis 1965. Et la commission électorale doit être capable de donner des estimations de participation. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Et après, on va nous sortir des taux de participation. Mais nous, on a tous vu qu'il y avait une défaillance une influence mitigée, vous voulez dire. Une influence mitigée. Moi, je me suis levé, j'habite à côté de mon lieu de vote, je suis allé voter à 9h, il n'y avait personne. Alors, ma femme est venue le soir, elle venait d'un voyage, elle est rentrée dans le bureau de vote sans. Mais je veux dire qu'il est possible que la commission ait les moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui de faire des estimations de participation et on ne peut pas se satisfaire des calculs bizarres qu'on fait après. Que chacun fait dans son état-major. Et puis après, la CEI vient nous sortir un taux de participation qui ne reflètera pas forcément les réalités que les populations auront vécues. Enfin, je vous laisse l'entière responsabilité de ces propos-là. Alors, messieurs, avant de vous donner la parole, je voudrais recentrer le débat autour des idées dont on aurait pu parler au cours de cette campagne électorale. Ailleurs, quand il y a des législatives, on parle de lois sur les transports, sur la citoyenneté, sur les retraites. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, vous l'avez tous évoqué, on a eu cette campagne dans une relative accalmie, mais est-ce que vous avez l'impression, justement, que le débat a tourné autour d'idées qui se déporteraient à l'hémicycle une fois les députés installés? Oui, Arthur? Pour moi, normalement, quand on entrait dans cette campagne, surtout que la campagne des présidentielles a été quelque peu perturbée, bouleversée, on devait voir plus clair dans les programmes. Notamment, les candidats du parti au pouvoir
devait faire campagne pour expliquer justement tout le programme de Côte d'Ivoire solidaire que le président Alassane Ouattara proposait aux Ivoiriens. Ça devait être le cas. J'ai vu à Daloa que le ministre Touré Mamadou a fait deux meet-up autour de ce programme. C'était intéressant. Donc ça devait être ça. Voilà. Et même le chef du parti devait mener, lui, sa campagne autour de ça. L'opposition, elle, devait mener sa campagne sur justement ce qu'elle n'a pas pu proposer du fait de son boycott. On l'a senti dans quelques déclarations de revenir sur la notion d'état de droit, démocratie, cohésion, etc. Mais dans la pratique, on a quand même très peu senti cette débat-là. D'ailleurs, on a plutôt eu une campagne, quelquefois, d'élections municipales ou d'élections de conseil régional, parce qu'on n'est pas revenu sur les lois, sur le programme en tant que tel. On entendait des promesses du style organiser les jeunes, construire des routes. Ça, c'est pas le rôle d'une campagne législative. Une campagne législative, elle devait tourner, comme vous l'avez dit, autour des programmes, autour de leurs forces, ou autour de comment adapter ces programmes qui restent nationaux à la réalité locale. Ça, on n'a pas assez vu, à part peut-être à Daloa où j'ai vu un demi-temps. J'ai entendu, j'ai vu une vidéo sur Facebook où un candidat parlait de renforcement de l'électricité dans la zone où il était candidat. J'avais l'impression de rêver debout. Bernard? Oui, comme Mathieu l'a dit, un député, son rôle, ce n'est pas de faire la promotion de projets de développement. C'est vrai, les lois qu'on vote peuvent déboucher sur le développement, mais son rôle premier, c'est d'expliquer le programme de gouvernement aux populations quand les députés du parti au pouvoir et quand l'opposant, c'est de faire des propositions qu'il va aider au Parlement pour faire changer la vie des populations. Pour améliorer les choses. Pour améliorer les choses. Alors, ceci dit, c'est vrai, permettez-moi de revenir sur un fait tout à l'heure, quand on s'est félicité de la bonne tenue des élections, on a salué la maturité de la classe politique. Et moi, j'estime que ça doit être une interpellation aux populations. Aujourd'hui, nous sommes sur un plateau de télévision, nous sommes en train de dire que les politiques ont fait preuve de maturité. Mais quand les politiques lancent des modèles, c'est les populations qui exécutent. Alors nous parlons, il y a des gens qui ont exécuté des modèles qui sont en prison, mais ces politiques les ont oubliés, ils sont sur le terrain en train de se chercher des sièges à l'Assemblée nationale. Où voulez-vous en venir? Non, je veux dire, quand on parle de maturité de la classe politique, ça veut dire que les citoyens qui nous regardent doivent savoir, avant d'obéir à un mot d'ordre d'un parti politique ou d'un leader politique, il faut réfléchir, parce que cette fois, le politique ne regarde que ses intérêts. Aujourd'hui, tout le monde est allé aux élections. Mais bon, je dis, on n'a pas de la CEI ici. Il y a des gens qui ont boycotté l'inscription sur la liste électorale. Les gens ont cassé des zones, ceux qui ont cassé, qui ont été plus sur les faits, sont en prison. Mais aujourd'hui, personne ne parle d'eux. Ils sont en prison. C'est leur problème, c'est leur famille. Donc, quand on salue la maturité de la classe politique, les populations, les jeunes qui sont dans le et qui suivent ces hommes politiques doivent aussi faire une introspection pour savoir que quand on lance un mot d'ordre, il faut réfléchir par cette fois avant de l'exécuter. Très bien. André Silver? Oui, pour moi, les responsabilités sont partagées. Il y a d'un côté les politiques, mais il y a aussi les masses. Au niveau des politiques, on a vu majoritairement au sein des états-majors, c'était « je suis le candidat de… » Voilà, je suis le candidat du président. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une rupture avec ce genre de discours? Oui, on va avoir une rupture. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à cette étape où le jeu est en train de se pacifier. Voilà. Et donc, j'en arrivais justement, on va passer l'étape de je suis le candidat de Bédié, je suis le candidat du président Ouattara, je suis le candidat du président Gbagbo. D'ailleurs, on en parlera certainement. Je suis le candidat du président Gbagbo, n'a pas beaucoup souri à certains candidats du FPI. Et donc, de EDS, je veux dire. Ça, c'est la responsabilité des politiques. Mais il y a aussi la responsabilité des masses. Assister un jour à une campagne électorale dans un village. Mais le candidat, quand il arrive, on lui sort un chapelet de revendications. Voilà. On n'a pas d'eau potable. Justement, quel que soit le poste qu'il sollicite, que ce soit à la mairie, à la députation ou au conseil régional, on lui sort un chapelet de revendications. Et il saisit la perche. Et il est obligé de répondre à cela parce que s'il leur dit, écoutez, en fin de compte, ce n'est pas le rôle du député, mais il est sûr qu'il n'aura pas de voix là. Le député, c'est un devoir d'éducation. Non, je sais. Je suis réaliste. Je suis réaliste. Je ne suis vraiment pas dans l'angélisme. Voilà. Quelqu'un qui est candidat, à qui on brandit un chapelet de revendications, si vous répondez tout de suite, ce n'est pas le rôle du député, vous n'aurez pas de voix dans ce village. Voilà, c'est vous qui devrez trouver la formule
pour non seulement leur expliquer que en réalité cela c'est dévolu à la mairie et autres, mais le candidat est nécessairement obligé de dire quelque chose concernant les revendications. Donc il y a un travail d'éducation des masses à faire. Être aussi éduqués. Absolument. S'il te plaît. Augustin. Alors, la question du rôle du député se pose ici. Moi, j'ai fait un petit édito sur Facebook que j'ai republié dans mon journal où j'ai dit que le député est un agent de développement. Ça a suscité un débat. Mais je pense que ici, en Afrique, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire que le député est seulement chargé de voter les lois et puis c'est tout. Non. Comme Sylvain l'a dit tout à l'heure, c'est le problème. Et le député doit, même s'il n'a pas de budget, pour à exécuter, il doit être celui qui facilite le développement dans sa zone. Aider, même il y a des projets qui existent, il y a des institutions d'aide au développement. Et le député, il doit être capable de jouer de son rôle, d'aller vers les institutions, même parfois essayer de réunir les jeunes, les femmes, pour leur permettre d'accéder à des fonds disponibles pour eux et que les gens ne savent pas toujours. Et donc, c'est un agent... Alors, ça, c'est un autre débat que vous ouvrez. Justement. Maintenant, la dernière chose que je voulais dire c'est sur la question des programmes. Je pense qu'il y a aussi les médias. Est-ce qu'on a salué le rôle des médias tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr que sur ce point, on a joué fondamentalement notre rôle. Moi, j'ai assisté aux élections présidentielles en 2012 en France. J'étais en France à l'époque pour des études. Mais j'ai vu que les élections se font la campagne se fait principalement dans les médias, notamment sur les médias audiovisuels, les débats qui sont organisés. Est-ce que nos télévisions, NCI certainement, en tout cas, nous on le fait depuis au moins un an. Télévision privée, mais la télévision nationale organisait un programme de débat pour inviter les représentants des partis ou bien des candidats sur le plateau pour dire, bon, vous êtes candidat, qu'est-ce que vous proposez aux populations? Même si ce n'est pas pour construire des routes, mais au moins... on aurait pu ouvrir à la faveur de ces élections législatives un débat sur l'école. Sur l'école, sur la santé, sur la question de la drogue dans le milieu scolaire, l'alcoolisme et autres dans le milieu scolaire. Qu'est-ce que les députés peuvent faire? Très bien. Sylvain Nguessan? Oui, assez rapidement, pour dire que certains hommes politiques, dans leur discours lors de cette campagne, ont dévié. Ont dévié? Oui, mais très vite, ils ont été dénoncés. Moi, j'ai contribué personnellement pour dire non, c'est pas ce qu'on attend de vous. Voilà. Donc, on en parlera dans les tops et les flops tout à l'heure. Deuxièmement, il y a les indépendants qui n'ont pas fortement trop brillé, qui ont essayé de faire des propositions. Si je suis élu, l'école ivoirienne, la place de la femme, etc. Mais bon, c'est des indépendants, ils n'ont pas un grand appareil pour pousser ces idées-là devant. Pour revenir un peu sur le rôle du député, c'est vrai, il est là pour voter les lois, on est tous d'accord. Mais en tant que fils de région d'abord, vous devez contribuer au développement de votre localité. Donc quand il arrive, il est candidat, mais il est aussi fils de la localité. Et c'est au cadre de la localité, fils de la région, à qui on demande un certain service. Vous ne pouvez pas dire non, comme je suis député. Non, dans la pratique, c'est difficile. Ouais. Voici comment ça se passe, pour le peu que j'ai vu. Généralement, les candidatures législatives sont parrainées par le président du conseil régional. Si vous n'avez pas l'aval du président du conseil régional, vous ferez flop dans certaines régions. Donc, dans ce cas de figure, le président du conseil régional appuie un peu la candidature de ses poulains au sein du parti politique pour dire, si tel est élu dans votre région, voici le budget qu'on pourrait mettre à la disposition des jeunes. On pourrait réparer les pompes. Quand il a un peu l'appui du conseil régional ou bien de la mairie, il est un peu sauvé. Sinon, lui seul dit, moi j'ai vu des sous-préfectures de 14 000 électeurs en Côte d'Ivoire. Aller se présenter pour dire non, ce n'est pas mon travail de réparer les pompes, de construire un marché, perdre 14 000 voix dans une... Vous avez 14 000 voix ici, puis 13 000 voix ici. Quand vous finissez de dire, j'ai fait des campements construits sur 2 km. Ouais. Quand vous finissez de dire non dans cette localité où il y a environ 7 000 électeurs, bon, vous pouvez dire adieu à votre poste, quoi. Très bien. Arthur? Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, quand je viens en campagne, qu'on me dit, par exemple, il n'y a pas d'eau, il faut de l'eau dans mon truc. Si je suis candidat et député du RHDP, je dis, mais oui, justement, dans notre programme RHDP, on a dit, par exemple, que tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés. Et donc, me basant sur ça, c'est ce que le président Ouattara a appelé la Côte d'Ivoire solidaire. Donc, au nom de ça,
la loi va se faire appliquer. Pourquoi? Et quand je suis de l'opposition, c'est oui, justement. Voilà pourquoi nous, on a prévu ça. Pourquoi? Parce que le gros problème aujourd'hui, quand vous dites « je m'engage à le faire », ou bien en tant que fils du village, ça devient quelque chose de personnel. Puisque tu n'as pas de budget pour ça, donc comment tu trouves ça? À partir de ce moment-là, c'est-à-dire que celui qui n'a pas la capacité de réparer la pompe du village, il ne peut pas venir faire campagne. Donc en ce moment, la politique, elle reste dans les bras de ceux qui ont de l'argent. Exactement. Ceux qui ont des idées ou qui vont s'appuyer sur des idées ne peuvent pas parler. Or là, justement, je pense que l'élection législative, c'est pour parler des idées. Et on a la réponse avec des idées, avec les programmes. Au nom de ça, comme c'est prévu dans le programme, je vais voter, la loi sera votée, je ferai en sorte qu'elle soit appliquée. Parce qu'il faut en même temps éduquer des masses. On ne peut pas demander, on ne peut pas aller contre la corruption et aller saluer le ministre, attendre que le ministre nous donne de transport. Il prend l'argent là où? Son salaire, les salaires, je crois, c'est 3-4 millions. On se souvenait à 10 dans la journée que chacun veut son enveloppe. C'est justement de cette éducation des masses qu'on parlait. Il faut répondre politiquement en leur disant voici ce que je fais. Après, effectivement, le député peut avoir quelque chose de personnel. Quand tu es député, tu les représentes. Donc, organiser des jeunes, organiser des femmes, chercher. Justement, c'est pour ça que je peux chercher le titre de député en disant aux gens, par exemple, je connais la fondation de André Sylvain Conan. Si je suis élu député, je vais avec le maire essayer de le voir. Ça, oui. Mais ça ne doit pas être la même chose. Oui, exactement. En fait, ce qu'ils disaient, eux, c'est qu'ils touchaient du doigt une sorte de réalisme politique. Mais la réponse... Pourquoi? Parce que, selon ce qu'André Silver expliquait, quand vous dites oui, effectivement, le président Ouattara a prévu ci, le président Bédi a prévu ça, ils ont des problèmes existentiels immédiats auxquels vous trouvez une solution tout de suite. Ah, bah, enfin, voilà. Donc, quand on dit qu'on n'a pas de budget pour ça, on est d'accord. On est bien d'accord qu'il y a un devoir d'éducation. Si on encourage la production, et on encourage le fait que ceux qui n'ont pas d'argent... Alors, avant de passer la parole à M. Bamba, j'aimerais qu'on s'entende. Effectivement, il faut éduquer la population, mais il faut que la population sache qu'elle a besoin même d'être éduquée. Oui, mais bien On sûr. est bien d'accord là-dessus. M. Bamba. en fait. Merci, M. Djarasouba. Alors, c'est là que je voulais en venir. Il faut que nous sachions... Et là, la société civile a une part de responsabilité très importante. Et là, cela m'amène à penser aux notions d'éducation civique et éducation électorale. Parce qu'on sort d'une élection des députés et les candidats sont allés battre campagne. Il y en a qui ont dit, oui, ils vont construire des ponts, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais les populations acceptent ça parce qu'elles n'ont pas l'éducation, l'information qu'il faut pour contrarier ces candidats qui sont venus vers elles, ces populations-là. Mais sinon, le rôle du député, il est connu. Enfin, les rôles sont connus, il y en a 3. Mais le lien que vous permettrez que je fasse, c'est surtout le rôle de légiférer du député. Mais M. Banga l'a dit tout à l'heure, mais en votant les lois, il peut changer le quotidien des populations. Changer le quotidien de ces populations. Mieux, qui vote le budget? C'est lui. C'est le député, c'est l'Assemblée nationale. Et maintenant, nous sommes dans le budget programme. Mais, je veux dire, il faut que les populations soient bien éduquées pour qu'elles puissent faire savoir au candidat même qui vient vers elles que non, attention, monsieur, ça, c'est pas votre rôle. Mais peut-être que nous sommes loin de là. Et c'est pour ça que nous, société civile, nous nous engageons, n'est-ce pas, à sensibiliser, à éduquer les populations. Il faut permettre que les députés aussi jouent un rôle de facilitation. Mon voisin de droite l'a dit tout à l'heure, c'est important. Ils n'ont pas de budget, mais de par la notion de diplomatie parlementaire qui existe, ils peuvent user de cette diplomatie-là pour faciliter, n'est-ce pas, l'acquisition de certains biens matériels pour leur population. C'est ce point que je voudrais faire. Et, M. Djarasouba, vous avez parlé du discours lors de la campagne électorale. Pour nous, nous sommes restés sur notre faim. Nous n'avons pas vraiment senti le discours de quelques candidats que ce soit en termes de ce que, si je suis... en termes de proposition. En termes de proposition, si je suis élu, je viendrai vers vous parce que j'ai noté que, par exemple, les feux tricolores ne sont pas respectés. Parce que j'ai noté qu'au niveau de l'école, on nous dit que l'école est gratuite, mais il y a tel manque. Voici ce que je vais proposer en tant que député. Il ne faut pas toujours attendre les projets de loi qui viennent du gouvernement. Il faut pouvoir proposer
pour changer le quotidien des populations. Sur ce point, nous sommes restés sur notre faim. Absolument. Alors, messieurs, on va poursuivre le débat juste après cette petite pause. Sur le plateau de NCI 360 pour ce numéro spécial élection législative. Monsieur, j'ai envie de vous demander, depuis hier, la CEI a commencé à proclamer les résultats. Quelle est la première analyse que vous faites de ces résultats? On a eu des résultats notamment dans la mai, avec Patrick Hachi qui est passé, Mbengue ou Ali Kader est passé sans grande surprise. Analyse, réaction suite à ces premiers résultats? André? Oui, je pense que la tendance qu'on avait formulée ici même est en train de se confirmer, à savoir que le RHDP, le parti présidentiel... Serait favori? Voilà, et là, pour le moment, les résultats partiels qu'on reçoit montrent que, bon, le RHDP, en tout cas, est en train de conforter ses bases dans les septentrions ivoiriens et est en train, justement, de renforcer aussi... son électorat dans certaines contrées qui étaient pourtant réputées proches de l'opposition. Première chose. Deuxième chose, on voit quand même qu'au niveau des bases, des bastions qu'on pensait être proches du président Laurent Gbagbo, on voit une percée quand même au niveau du RHDP. Vous faites allusion à quelle région? Je pense vraiment à la mai, où le ministre Patrick Hachi et ses candidats... Il y a d'ailleurs un journaliste qui a eu... Herman Aboua? Non, il y a un journaliste qui a été élu député là-bas, Abel Bouchi. Ah oui, d'accord. Voilà, il est journaliste. Et donc, il était candidat du RHDP. Voilà. Mais je note aussi que... la commission électorale, je l'ai dit la semaine dernière ou la semaine surpassée encore sur ce plateau, la commission électorale indépendante n'a pas encore fini de convaincre tout à fait quant à la maîtrise du processus électoral. Je prends l'exemple précis de Yamoussoukro. Nous, on avait un pool au niveau de la rédaction de Ivoire Hebdo et on suivait certaines affaires. Au niveau, par exemple, de Yamoussoukro, on a interrogé les différentes parties. Le député sortant donc du PDCI, KKP, qui estimait que certains de ses assesseurs avaient été donc vidés de certains bureaux de vote au niveau de la commission électorale communale 2, C2, c'est comme ça qu'on appelle. D'accord. Parce que justement, il y avait cette affaire qui s'était aussi présentée au plateau des listings que détenaient des assesseurs. Le président de la commission électorale, la CECD, a été interrogé. Il a dit oui, effectivement, j'ai donné instruction pour que les assesseurs puissent être mis dehors parce qu'ils n'avaient pas le droit de détenir des listings électoraux. Nous avons interrogé encore le superviseur de la CEI, qui est le commissaire central, donc M. Adjoumani, qui a dit les assesseurs ont le droit le plus absolu de détenir un listing électoral. Et il nous a dit, nous avons donné instruction à notre commissaire électoral, à notre représentant, de permettre que les assesseurs de M. KKP puissent revenir dans les bureaux de vote. Et le président de la commission électorale, que nous avons réinterrogé, a dit il me faut un mandat écrit, sinon je ne peux pas me plier à cette instruction orale. Vous voyez, c'est d'ailleurs, et dans la nuit hier, KKP avait déjà écrit à la commission électorale pour une révocation de ce commissaire, de ce président. Voilà, il y a des dysfonctionnements, une sorte d'informations que tout le monde ne partage pas au niveau de la commission électorale, qui crée justement des tensions, et ça, il faut que ce soit réglé. Absolument. Arthur? Bon, les premiers enseignements qu'on peut avoir, oui, on peut avoir déjà quelques enseignements. Le premier, j'ai envie de dire, le premier vainqueur finalement de ces élections législatives, c'est le président Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que tout simplement, il redore parfaitement son blason. On est sorti d'une élection présidentielle quelque peu mitigée. Là, il a ramené par son dialogue politique tout le monde sur la table. Il a su organiser. Donc je pense que tout le prestige quand on est en train de dire là, du point de vue de l'image politique, ça lui permet de rattraper quelque chose. Et premier vainqueur, je l'avais un peu dit,
André était un peu hésitant, mais moi j'étais allé plus loin la semaine passée en disant oui, aujourd'hui le RHDP est en train de se comporter comme un parti national. Parce qu'au-delà de ses bases du Nord, il réussit à faire quelques percées. Vous prenez une région comme le Sud Comoé, à l'exception de Bonois, je pense que c'est la marée orange. Donc oui, il y a vraiment... À Yamé aussi. À Yamé, oui, avec Abbé qui est en tête. Vous enlevez Bonois et à Yamé, tout le Sud Comoé passe orange aujourd'hui. Ça, c'est des choses. Lamé, exactement. Et à Lamé, on peut ajouter en plus du RHDP Patrick Hachi, qui est l'un des poids forts, des poids lourds de ce... C'est une grosse victoire pour lui. Donc lui, il reçoit plus que renforcé de ces élections législatives. Voilà. Après, le PDCI réussit quelque chose d'intéressant. Je pense qu'ils réussissent d'abord à sanctuariser le V-Baoulé, en quelque sorte, parce qu'à l'exception, je pense, pour l'instant, de Yamsokro, où on peut avoir, et de Diabo, je crois, Boaké commune, c'est un peu différent sociologiquement du reste des communes. Ils verrouillent, ils font perdre à des ministres. Donc, le PDCI a gardé et a réussi quand même de belles performances. Notamment, je pense que la plus belle victoire du PDCI pour moi, c'est celle de Dabakala avec Jean-Louis Billon. Je pense qu'il est lancé. Voilà. Lancé dans quoi? Il est lancé, à mon avis, moi je suis de ceux qui pensent qu'il doit prendre ses responsabilités pour... En faisant quoi? En affichant clairement l'envie de jouer un rôle plus important au sein du parti. Voilà, porter les couleurs du PDCI en 2025. Quand il gagne les législatives à Dabakala, je pense que ça s'ouvre pour lui. Attention pour lui quand même, il y a un concurrent qui a gagné aussi, c'est Guy Kawe, qui lui ressort en plus, ça peut paraître négatif sur le plan juridique, mais auprès des militants, c'est toujours populaire de faire la prison. Et donc, Guikawe ressort de prison. Il a eu une campagne, je pense que ça a été certains mots ont été très durs dans cette campagne, et il gagne. Et donc, lui, il faut compter avec lui. Donc, finalement, on a un RHDP national, un PDCI qui résiste bien. Et finalement, on n'a pas le EDS qu'on attendait. Voilà, certes, Guirelou, Hubert Oulaï réussissent quelques belles performances dans leur région. On n'a pas encore les résultats officiels du Yopougon, mais des langues de bois à Lakota, à Gagnois, ça prouve que être absent pendant tout ce temps a finalement pesé négativement. Et toujours dans cette analyse globale qu'on peut avoir, il y a Finguessan qui finalement ne gagne que Bongouanou sous-préfecture et peut-être... il est en ballottage à Mans, je crois, Mans sous-préfecture, un truc comme ça, on verra. Mais de 3, il n'aura pas, c'est sûr qu'il n'aura pas ces 3 députés qu'il avait avant. Et donc voilà, grosso modo, l'analyse qu'on peut faire, donc un RHDP national, le PDCI qui apparaît aujourd'hui comme le premier parti d'opposition, qui a un député influent qui est Billon, qui se positionne très bien pour la suite, et puis Alassane Ouattara qui, à mon sens, réussit à rattraper son image politique avec ces élections législatives. Docteur Sylvain Nguessan, ça peut faire mal pour des ministres qui sont tombés. Bon, je ne pense pas que le président Ouattara soit un homme de rupture si radicale. Non, moi, c'est pas en ces termes-là que... C'est une manière peut-être de leur mettre la pression, parce que bon, ceux qui ont perdu ne pouvaient pas gagner là où ils étaient candidats quand même. Vous faites allusion à qui et pourquoi? Sidi Touré ne pouvait pas gagner à Béoumi. Pourquoi? Il y a quand même porte-parole du gouvernement. Oui, porte-parole du gouvernement, oui, je suis d'accord. Mais si on adopte la grille de lecture la plus objective en Côte d'Ivoire, le recours aux idiomes communautaires, Béoumi n'était pas en ballottage favorable. Puis il y a eu des événements par le passé dont Sidi n'était pas l'auteur, mais qui pèsent contre lui. L'arrestation de Bangwa, l'affrontement entre les... voilà, donc il n'était pas au bon endroit au bon moment, donc ils ont eu des scores quand même acceptables à mon avis. Sidi, comment ça s'appelle? Goudou Raymond. Bon. Brice Kouassi, on pensait que Brice allait pouvoir s'en sortir. Didier Vich, c'est une autre histoire. Hein. Même là, il a échoué. Oui, il a échoué. Donc, je veux dire, bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Si c'était dans une élection présidentielle, c'est tellement qu'ils auraient attiré peut-être 17-20% de l'électorat vers le RHDP, mais là, les législatives, c'est pas si simple. Donc, pour revenir un peu sur ce que tu disais, je fais bien de ce qu'ils ont dit, Sylvain et lui, le FPI, enfin, le DSSA, Ensemble la démocratie et la souveraineté, le nom de Gbagbo n'a pas suffi pour qu'il puisse conquérir ou alors reconquérir les bastions qui étaient supposés être les leurs de 2000 à 2010. Et là, il va falloir que, bon, j'espère qu'ils auront le temps de se réorganiser, de susciter l'unité de leur parti afin de peser davantage, parce que là, je ne pense pas que les deux tendances du FPI puissent avoir 20 députés. Je ne pense pas. Très Bernard. Alors, moi, la première leçon que je tire de ce scrutin, c'est
la suprématie du RHDP sur l'échiquier politique. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore la totalité des résultats. Mais les résultats provisoires que nous avons laissent clairement entrevoir que la première législature de la Troisième République sera aux couleurs du RHDP. Tu l'as déjà dit, le RHDP allait annexer même des bastions traditionnels de l'opposition, singulièrement du FPI. Il a dit le FPI, c'était ce qu'on appelait, en guillemets, le pays BTAT Dida. Aujourd'hui, l'armée est tombée sur pratiquement les 5 sièges. Je pense que 5 ou 6, c'est un seul qui a échappé au RHDP. Dans le sud Koumoué, c'est pratiquement une razzia là-bas, même dans le fromager, à la Kota. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RHDP se positionne comme, tu l'as dit, un parti national. Et je dis que c'est la conséquence directe de la politique de la chaise vide pratiquée par l'opposition. Quand on fait 10 années sans participer à une élection, on ne peut pas s'attendre à un autre résultat que celui-là. Et comme les uns les autres l'ont dit, quand on est absent sur le terrain, le nom seul de Gbagbo ne peut pas suffire. Augustin, les leçons que vous retenez? Voilà, comme on n'a pas tous les résultats, voilà, on ne peut pas savoir réellement si le RHDP aura la majorité absolue ou voilà, parce que Moi, je pense qu'ils auront la majorité absolue. Bon, ce qu'on a déjà, vraiment, justement, on attend. Alors, ce que je peux. Augustin a quand même le droit d'avoir une certaine réserve. Justement, j'ai des réserves. Ce que je remarque, c'est quand même le PDCI qui a vraiment résisté. Le PDCI qui a résisté parce que, écoutez, je pense que c'est un parti très réaliste. En 1999, ils ont subi un coup d'État et 10 mois plus tard, ils étaient candidats à la présidentielle alors que leur candidat naturel n'était pas là. Ils étaient en exil. Ils étaient candidats. Et un ou 2 mois après, on a organisé les législatives. Ils ont gagné. Ils n'avaient pas gagné totalement, mais ils étaient vraiment très, 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 très bien partis en 2000. Et après, ils s'en foutent. Quand ils sont sollicités pour entrer dans un gouvernement, ils y sont. Et parce que vous savez que le poids électoral aussi, parfois, il y a les moyens financiers. Il y a les moyens financiers, comme pour être candidat à la députation, les gens dépensent beaucoup, beaucoup d'argent. Même si après, ils n'ont pas le budget pour compenser, mais ils ont. Donc, il y a les moyens. Et ici, en Afrique, c'est au gouvernement qu'on a les moyens. Alors, si c'est au gouvernement qu'on a les moyens. Et si... Il y a les hommes d'affaires qui ont les moyens. Oui, bien sûr, il y a les hommes d'affaires, mais... Il y a Rassouba qui a les moyens. Enfin, oui, bien sûr, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Hein? Ici, voilà. Que Dieu vous entende, cher Arthur. Je pense que la question du FPI, et voilà, quand je dis FPI, je parle de l'ensemble. Voilà, de la famille. Le président Afin-N'Guessan, le président Gbagbo, voilà, et EDS, ils doivent comprendre que cette élection peut-être ne représente pas leur valeur réelle. Ça, c'est ça la réalité. Ça ne représente pas la réalité de leur valeur et qu'ils ont intérêt à s'asseoir, à se parler franchement, à mettre les points sur les i. Et puis, parce que même si certains considèrent que d'autres ne pèsent pas, mais le fait que vous veniez vers les électeurs avec une certaine unité, ça rassure et ça peut vous faire gagner. Je ne dis pas que ça fait gagner forcément, mais l'unité est très importante. Or, j'ai le sentiment que l'unité est le dernier des soucis d'un certain nombre de... Mais pourtant, on avait pensé que l'unité était retrouvée à la faveur de la présidentielle. Voilà, il y a eu, à l'occasion, à la faveur des négociations pour constituer les listes législatives, on a vu que ça a volé en éclats. Mais en fait, cette unité n'était que des façades. André Silver? Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent quand même ce ratage, on va dire, du retour du FPI dans les jeux politiques. Bien sûr, c'est déjà le FPI gore, je vais dire, dans tous les cas, toutes les tendances en déploient aujourd'hui. La première raison, c'est le fait que les candidats, pour la plupart, et je dirais presque tous, ont misé vraiment sur Gbagbo. Voilà, je suis le candidat du président Gbagbo. On entendait Odette Lorognon
faire même des histoires à Dikawe, revendiquer la gbagboïté de... Voilà. Je l'ai toujours dit de façon constante, le président Laurent Gbagbo, sans le FPI, reste le président Laurent Gbagbo. Mais le FPI, sans le président Laurent Gbagbo, n'est pas le FPI. Voilà. Et le nom de Laurent Gbagbo sert à Laurent Gbagbo. Je pense que les gens ont fini par le comprendre. Et donc, le fait qu'ils aillent sur le terrain et disent « je suis le candidat de Laurent Gbagbo » n'a pas suffi à convaincre les électeurs. Je parlais aussi justement de l'équation personnelle. Il y a certains candidats qui sont tombés ex nihilo. Et donc, du jour au lendemain, ils étaient le candidat donc, du président Laurent Gbagbo et espéraient se faire élire pendant qu'il y avait des élus ou des cadres du RHDP qui étaient sur le terrain depuis 2010-2011 et qui entretenaient des bases. Voilà. Il y a aussi le fait que je pense que les Gors n'ont pas joué tout à fait franc jeu quand même. Quand vous prenez par exemple tous les Pleux, il y a eu un candidat EDS face à Denis Kazian. Et l'écart entre la ministre Anne Oloto et Denis Kazian était assez faible. Mais quand vous additionnez les voix du candidat de EDS et du candidat du PDCI, mais c'était une large victoire. Quand vous prenez le cas d'Alépé, Akoun Laurent n'a pas eu assez de leadership pour, par exemple, amener vers lui les candidats du PDCI. Donc, il y avait un candidat du PDCI. Il y avait notre confrère Herman Aboua, qui se revendique de la gauche, c'est lui qui le dit, candidat indépendant. Il n'a pas eu ce leadership-là pour pouvoir, même à Bongouanou, dans la commune de Bongouanou, ils ont perdu aussi justement parce qu'il y avait un candidat du PDCI et un candidat de EDS. Voilà. Du FPI et de EDS. Voilà. Et donc, mais il y a aussi un dernier aspect, c'est justement le fait que il n'y a pas un leadership qui se dégage. Il n'y a pas un leadership qui se dégage aujourd'hui au FPI, à part Laurent Gbagbo. Voilà. Voyez-vous. J'ai envie de vous dire que c'est pareil dans tous les trois grands partis. Non, mais le RHDP n'a pas trop ce problème. Voyez-vous, le RHDP n'a pas trop ce problème. Il y a aujourd'hui Patrick Kachi, il y a Adama Bictogo qui est le directeur exécutif, il y a le Premier ministre Ahmed Bakayoko, on a vu même Adjoumani, il est en train de maîtriser aussi sa zone, c'est quelqu'un qui monte très fort. Il y a des leaderships qui sont en train de se dégager autour du président Alassane Ouattara. Il y a des leaderships qui sont en train de se dégager autour du président Henri Konan Bédié. On a parlé de Jean-Louis Billon qui a eu une victoire, mais alors, on va dire, une belle victoire à Dabakala. On a eu Maurice Kakou Dikawe qui a aussi gagné. Mais au FPI, ce leadership-là... Hubert Lahi peut-être dit qu'il a gagné. Oui, Hubert Oula a gagné justement avec l'appui du PDCI, Diré Oula avec l'appui du PDCI. Je veux dire, il y a un leadership. Vous verrez par exemple que Simone Gbagbo n'a pas bougé du tout. Elle n'a pas bougé du tout. Comment vous l'expliquez? Comment vous l'analysez? Justement, ce sont les problèmes parce qu'aujourd'hui, le FPI, il y a un nouveau front. Il y avait le front Pascal Affi-N'Guessan. Aujourd'hui, il y a le front Simone Gbagbo. Voilà. C'est pas le front Laurent Gbagbo. Bon. Enfin, bon, je vous laisse... Et donc, tout cela, ça n'arrange pas le FPI. Et j'espère qu'ils en tireront les leçons nécessaires parce que c'est purement, comme je dis, ça dépasse le domaine du rationnel. Ça ne vous arrange pas et vous êtes dedans quand même. Très bien. C'est incroyable. Drissa Bamba. Alors lorsque on préparait cette émission et que nous avons vu le sujet sur les leçons à tirer, nous nous sommes posé des questions au MIDH. Nous nous sommes dit, l'organe en charge des élections n'a pas publié tous les résultats et on nous invite à tirer des leçons. Donc on s'est interrogé. À tirer les leçons des premiers résultats qui ont été... Qu'à cela ne tienne. Nous voulons il s'est fait de la prospective. Donc exactement. Alors, nous sommes quand même attardés sur la tradition lorsqu'il y a des élections législatives. Mon voisin l'a dit, en 1999, après le coup d'État, il y a eu des élections législatives et notre Parlement, notre Assemblée nationale a été renouvelée à plus de 80%.
Et nous avons connu la crise. En 2012, on a eu l'élection législative pour donc la mandature 2012-2016. Et là, n'est-ce pas, le RDR, en son temps, a fait son entrée en force. Et nous avons connu un renouvellement à 60%. OK? Et la mandature qui est en train de finir 2016-2021, c'était un renouvellement aussi des députés à environ 60%. Nous nous disons, attendons de voir les résultats finaux qui seront communiqués par la Commission électorale indépendante et on verra bien si cette tradition de renouvellement massif est respectée. Nous ne doutons pas que cela sera parce que déjà, les quelques résultats qu'on entend ici et là montrent que l'Assemblée sera renouvelée une fois encore. Je voudrais dire quelque chose assez rapidement. Oui, rapidement, allez-y. Cette victoire du RHDP, nous sommes en train de parler, est en soi une bonne chose. Jusque-là, le RHDP était considéré comme un parti régional, à la rigueur ethniciste. C'est bon de savoir qu'il y a des gens comme Adjoumani qui sont en train de peser au sein du RHDP. C'est bon de savoir aujourd'hui qu'il y a des gens comme Patrick Hachi qui sont en train de, comme Anne Ouleto qui sont en train de peser. Anne Ouleto, sa région n'a gagné que tout le pleu. Donc, oui, bon, elle a gagné au moins. Ouais, mais tout le reste, c'est du fiasco. Hein. Oui, bon, elle a gagné au moins. Elle peut être au niveau d'Adjoumani. Non, elle n'est pas au niveau. Je veux dire, au moins le RHDP a gagné quelque chose dans ce bastion-là. Ça a salué. Et peut-être que ça pourrait taire, in fine, certaines animosités entre les différents partis politiques. Voilà, savoir que tel parti c'est pour telle ethnie, tel parti c'est pour tel autre groupe communautaire. Savoir que le RHDP est en train de gagner un peu partout. Je pense que c'est une bonne chose pour la cohabitation politique. Très bien. Arthur ? Cela dit, rien n'est figé, hein, je veux dire. Rien n'est figé. En fait, entre les présidentielles et les législatives, il n'y a pas beaucoup de temps pour les partis, pour se réorganiser, etc. Donc de là, la prochaine élection, elle a lieu dans 2 ans. Donc les 2 ans laissent le temps à chaque parti de s'organiser et de faire une sorte de répétition locale de 2023 normalement, avant d'affronter 2025. Je veux dire, aujourd'hui, quand on veut se projeter, c'est clair que le RHDP est le favori. Mais déjà, comme je disais tout à l'heure, on aura une faible participation, je pense moins de 40 ou 50% de participation. Ça veut dire qu'il y a toujours une inconnue. Et aujourd'hui, les Gors vont peut-être comprendre qu'il ne faut plus dire à leurs militants de ne pas aller se faire enrôler, mais plutôt encourager les gens à se faire enrôler. Et donc, en ce moment-là, je vais dire... Non, je pense que ça, ils l'ont compris avant la présidentielle. Ils avaient appelé leurs militants à aller... Ça sera beaucoup plus actif, je pense, pour les prochaines sessions. Donc, le jeu politique reste ouvert, même si le RHDP est aujourd'hui le principal parti de Côte d'Ivoire, qui est implanté partout, qui est au pouvoir, qui va continuer, mais ça ne veut pas dire que... De toute façon, j'aime bien Churchill qui dit qu'il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Donc tous les partis politiques qui vont se lever, qui se lèvent avec la gueule de bois, doivent justement faire une bonne analyse et repartir. Je pense que pour la gauche, il y a cette nécessité incroyable. Aujourd'hui, c'est évident, je suis d'accord avec Augustin, ça crève les yeux, il faut de l'union. Il faut l'union de la tendance gauche. Non seulement l'union, mais le renouvellement du personnel politique. De notre parti. Ça va aller de soi. Le renouvellement, il va aller de soi. Tous ceux qui ont perdu... Le renouvellement, est-ce qu'il peut se faire si vous n'occupez pas le premier plan? Enfin, c'est juste une parenthèse que je vais refermer. Attention, s'il vous plaît, Ali, d'accord, je reviens à vous tout de suite. Une annonce exclusive aux téléspectateurs. Allez-y, on attend que ça. André fera partie de la course en 2025. Qui c'est comment? André Sylvain Connor sera candidat aux législatives en 2025. Ah oui, André Sylvain, vous confirmez? Je confirme. Ah oui, d'accord, très bien. Une exclusivité NCI. Merci de nous donner cette exclusivité. Oui, André Sylvain, vous voulez réagir? Je confirme, mais concernant la participation, en fait, il y a eu beaucoup de légendes souvent sur les bourrages d'urnes au nord et tout cela. Comme je dis, il y a eu beaucoup de légendes. Mais voici une élection à laquelle tout le monde, je vais dire presque tous, parce que Guillaume Soro et Anachi Kobena, par exemple, a appelé au boycott. Je signale au passage que je crois que les candidats qui étaient proches de lui ont presque tous perdu. Quoi qu'il n'avait pas eu sa caution. Oui, comme je dis, proche de lui, mais bon, il n'avait pas sa caution. Alors, vous voyez, par exemple, dans une localité comme Odiné, où le candidat il était seul après justement l'élimination, les ralliements problématiques. Non, une élimination vraiment problématique de l'une des candidates, Taïbatou Touré, qui avait été éliminée par le Conseil constitutionnel. Eh bien, on a vu une participation massive.
Vous prenez Béléban avec ses 3000 et quelques électeurs, une participation massive. Vous prenez même Yopougon. Yopougon, le fief du RHDP, de l'ex-RDR, c'est vraiment Port-Bouedeux, une participation massive. Vous prenez Bongouanou, dans la commune, une participation massive des localités, justement, où le RHDP est vraiment présent. Donc, je retiens que cette affaire de bourrage d'urnes et autres dont on accusait le RHDP n'était pas tout à fait vrai. Par contre, je retiens que les électeurs, les militants du RHDP sortent mais massivement pour voter et font pencher la balance, basculer, mais vraiment radicalement les choses. C'est ce qui s'est passé à Lakota. Voilà, les électeurs du RHDP sont sortis massivement voter, tandis que Lida Kwasi grappinait des voix dans certains villages, où sur 100 électeurs, il y a peut-être 10 ou 20 qui votent pour lui. Ben, Aboulaye Kouyaté, son adversaire, dans les fiefs du RHDP, faisait du 95%. Voilà. Et donc, la culture de la participation aux élections doit être vraiment revue dans la stratégie des partis politiques. Augustin Couillot semble ne pas avoir le même point de vue là-dessus. Non, c'est pas ça. C'est pas tellement que je sois opposé à lui, mais la question du bourrage d'urnes est une question importante. Mais bon, je ne voudrais pas accuser, mais il y a quand même des résultats qui posent. Oui, absolument. Là, je suis d'accord. Il y a un candidat qui a eu 100%. Voilà, 100%. Vraiment. Voilà. Et ça, c'est quand même. C'est pas dans un bureau de vote, mais c'est sur l'ensemble de la circonscription et il a 100% des voix. Et s'il est candidat unique? Oui, même s'il est candidat unique. Et 100% des... Non. Mais c'est quoi, ça vous pose un problème? S'il est candidat unique... Oui, mais parce que... Ce sont pas bien qui vont voter. Oui, mais... D'accord. Alors, rapidement, avant de passer au top et au flop, oui. Rapidement, je partage entièrement l'avis Augustin d'André. André, d'accord. S'inscrire, déjà, il faut appeler vos militants à s'inscrire, ce que beaucoup de partis n'ont pas fait pendant 10 ans. Il faut les appeler à voter. Et souvent, une élection se gagne parce que tu mets en disposition une stratégie. Aux États-Unis, dès que les gars se lèvent le matin, c'est des mails. Toutes les heures pour rappeler à ceux... Parce que chaque parti a déjà le fichier de ses militants. Et ces militants-là, il y a quelqu'un qui est là chaque matin qui va vous appeler pour savoir « Bonjour, est-ce que vous êtes allé voter ?» Est-ce que vous êtes allé voter? Il va vous envoyer un mail jusqu'à ce qu'il soit sûr que vous ayez voté. Ça, c'est très important. Deuxième chose, ça doit mener aussi à des réflexions. Par exemple, est-ce qu'il ne faut pas imaginer désormais des élections législatives à 2 tours? Il ne faut pas imaginer un vote obligatoire? Il ne faut pas imaginer une dose de proportionnel dans les législatives? Je pense qu'on a 2 années qui doivent nous permettre de faire la réflexion. Voilà, de faire la réflexion pour amener. Et il y a même une crise de la citoyenneté. Les gens ne votent pas. Est-ce que la société civile ne doit pas retourner dans les écoles, dire aux jeunes d'aller voter? Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne partie de la classe politique. En 2010, il y a eu une effervescence et qui ont découragé les gens en leur disant le vote n'est pas ceci, le vote n'est pas cela. Aujourd'hui, ils payent ça. Vous avez passé tout le temps à dire aux gens n'allez pas voter, la commission est comme ci, le conseil constitutionnel est comme ça. Donc, leur demander d'aller voter de nouveau, c'est compliqué. Il faut une éducation à la citoyenneté. Parce que ce n'est pas normal. Souvent, vous prenez le taux de participation, il est à 20%. Et le gars n'a même pas fait 50% des 20%. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a que 10% de l'électorat qui allait ici. Donc, c'est normal, rien ne l'empêche, mais je pense qu'il faut avoir une réflexion globale pour que les Ivoiriens qui doivent voter aille voter. Tout le monde doit faire cette éducation. Et là-dessus, le RHDP est à féliciter et à copier par les autres partis. Très bien. Oui, à côté de ce que tu es en train de dire, je pense que, encore, il faut qu'on apprenne à aller à des élections sans des idées arrêtées. C'est clair. Oui. Sans préjugés, vous voulez dire? Oui, sans de préjugés. Tel a gagné ça, tel a eu 80%, non, forcément, il y a eu bourrage de... Bon, vraiment, c'est des choses, il va falloir qu'on arrête cela. J'ai comparé les résultats qui sont déjà... consolidés par la CEI. Et puis, aux autres élections, quand vous allez prendre des localités comme Béléban, comme Odiéné, comme Bengué, nous n'avons pas de 100%. Le taux de participation, c'est sensiblement le même, chacun qui différence près.
C'est la même chose. Donc, ça veut dire que, comme quelqu'un l'a dit, là-bas, les gens sortent pour aller voter. Il faut citer ses oui, contemporains. Voilà, les gens sortent pour aller voter. Mais si vous n'êtes pas allé à des élections et puis eux, ils sortent, bon, vous avez pour dire, le thème, il y a un thème qu'ils aiment utiliser, et oui, la levure à travailler. Mais ils sont sortis pour aller voter. Bon, dans certaines zones qui ne vous sont pas favorables, quand les gens ne sortent pas pour aller voter, vous estimez que, bon, là, ils ont eu à tricher. Donc, quoi. Très bien. Alors, monsieur, on va... vous n'aviez pas fini apparemment. Bon, d'accord. Monsieur, il nous reste 15 minutes pour terminer cette émission. Quels sont vos tops, quels sont vos flops? On va commencer par les flops. Sylvain Guessant. Le top, c'est OD. Commençons par les meilleurs. Non, commençons par les flops. On va terminer par les meilleurs. D'accord, d'accord. On les laisse commencer sur les tops. Le top, c'est OD. OD, c'est qui? Ouattara Draman, candidat au plateau. J'ai vu des images où le monsieur s'arrêtait pendant sa campagne pour saluer. Ma page. Voilà, merci. La team de son adversaire politique. En train de les saluer, ouais, on est ensemble. Et il a été vraiment, je prends le premier sur les réseaux sociaux, à écrire pour féliciter. Et sa méthodologie, sa procédure a fait école. Vraiment, il y a beaucoup d'autres candidats, effectivement, qui sur les réseaux sociaux ont fait des déclarations. Vraiment, il a salué. Pour féliciter si on peut faire une doléance, il faudrait que la prochaine fête de l'indépendance, il soit récompensé. Voilà, et qu'il y ait une médaille. Très bien. Pour vous, le top, c'est OD. Les flops, les tops. Les tops d'abord. Récompensons les meilleurs. Allons sur les tops d'abord. Allons-y. J'ai choisi 3 tops. Très bien. Le premier, c'est Patrick Hachi. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il sort renforcé. C'était pas facile pour lui d'aller dans le pays entier alors que EDS revenait dans la compétition. Il sort renforcé et en plus, c'est un technocrate. Et c'est quelqu'un qui a un parcours assez rassembleur finalement, parce que porte-parole quoique PDCI, porte-parole du gouvernement 2000 de Laurent Gbagbo, PDCI jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute pour aller au RHDP, il a toujours conservé une sorte de respect envers ses anciens partenaires, et ça c'est un peu il allie à la fois maintenant politique et technique, donc pour moi c'est le premier top. Deuxième top pour moi, Jean-Louis Billon, voilà, comme je l'ai dit, il est parti mettre une pointe verte dans un gros ensemble orange. Et à partir de là, je pense qu'il y a la légitimité aujourd'hui populaire pour regarder plus loin. Et j'espère pour la Côte d'Ivoire même qu'il veuille regarder plus loin pour faciliter ce renouvellement générationnel qu'on veut avoir. Mon troisième top, j'allais le mettre sur OD, mais en général sur l'attitude de certains candidats, notamment ceux qui ont reconnu tout de suite la défaite, et ceux qui, malgré leur colère, ont appelé au calme et ont dit qu'ils allaient saisir la justice. Moi, c'est des choses à faire. Et donc, voici mes 3 tops. Patrick Hachi, Jean-Louis Billon, attitude positive avec des gens comme... Très Bernard. Oui, en plus des tops qui ont été déjà donnés, moi également, j'ai juste 3 petits tops. Le premier, c'est ce que j'appelle le règne des indébouillonnables. Voici des députés dans la dernière vie au Parlement aussi, entre 40 et 26 ans. Ils ont compté. Bon, c'est vrai que Dieu m'a dit, c'est passé sur les cadors, comme on les a appelés la semaine dernière. Le ministre Aka Willy, et tout à l'heure, 26 années de présidence à l'Assemblée nationale, il s'est fait réélire, donc il a encore 5 années devant lui. Idem pour le ministre Kobina Kwasi Adjoumani et à degré moins de Frébo Basile. Il y a Nyon Conté aussi. Désiré Nyon Conté. Voilà. Donc, c'est des gens qui, depuis presque 25 ans, ils sont au Parlement et ça veut dire qu'ils ont le soutien véritablement de la base. Le second, c'est Daloa. Daloa est la 2e région électorale de la Côte d'Ivoire. Beaucoup ne le savent pas. Mais moi, véritablement, j'ai été là-bas, j'ai aimé la manière dont la campagne a été menée là-bas par le ministre Madou Touré. C'est vrai, une campagne, c'est le flonflon, mais lui, avec ses méthodes, il réunit de chaque couche. Et les 5 axes prioritaires du programme du gouvernement, il explique aux populations d'un langage et sans protocole. Et quand les gens ressortent de là, ils ont une idée précise de ce que le député doit faire du programme de gouvernement du président de la République. Le troisième, c'est au niveau de Bondoukou, de la région du Gontougou. Vous l'avez dit, c'est une région qui avait une forte coloration PDCI. Aujourd'hui, c'est pratiquement le RHDP. Et Bondoukouville, je pense que la dernière mission, André l'a dit ici, c'était très compliqué pour le RHDP, mais ils ont pu s'en sortir. Pratiquement, tous les candidats qui sont présentés sont sortis des entrées du RHDP. Aussi bien le maire, le vice-président du conseil régional, le FPI, EDS et d'autres parties.
Mais malgré tout, le RHDP a pu s'en sortir au niveau de la ville de Bondoukou avec la liste conduite par Maïsa Nouvelle Maman Diabarati. Donc moi, pour moi, c'est les tops. Très bien. Drissa Bamba, vos tops? Alors, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, le lexique top et flop vous dérange un peu? Nous dérange quelque peu. Parce que, selon nous, il faut encourager la participation citoyenne. Alors, en encourageant les tops. Par exemple, vous pourrez par exemple prendre pour top des jeunes qui se sont engagés cette année, les plus jeunes, sans citer de nom. Nous gêne quelque peu. Je voudrais simplement, avec votre permission, revenir sur l'aspect de la participation. Vous avez 45 secondes pour ça. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut emmener les populations à participer massivement à une élection si, au sortir de ces élections, on aboutit à des violences? C'est une problématique à résoudre. Donc, de notre point de vue, il faut continuer l'éducation civique et l'éducation électorale. On insiste là-dessus, c'est important et c'est comme ça que nos populations vont sortir massivement. On a cité des partis qui ont bien fait, mais il ne faut pas que ce soit un seul parti, il faudrait que ce soit tous les partis qui le fassent. Pour nous, s'il y a un top, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a eu des élections législatives apaisées. Voilà. La société civile fait souvent plus la politique que les hommes politiques. Enfin bref, Augustin. C'est mon voisin, c'est comme si on s'était parlé. Vous étiez parlé? Alors moi, mon top, c'est vraiment la population électorale de Côte d'Ivoire. Et je voudrais en profiter pour donner mon flop aussi. Ou bien Non, après, on fait le tour après pour le flop. D'accord, très bien. Qui s'est bien comportée, sauf qu'il y a une participation qu'on ne connaît pas encore officiellement. Et c'est ce que j'ai dénoncé au départ. C'est entendu. Voilà. André Silver, vos tops? Ça s'est passé pacifiquement. Oui, je pense bon. Je pense qu'ils ont largement parlé des tops. Effectivement, Billon, il prend vraiment une bonne option pour la succession. Arthur n'a pas voulu le dire comme ça, mais la succession du président Henri Konan-Bédié. Bien sûr, il y a aussi Maurice Kakou-Gikaye. Alors là, quand on parle des directeurs ou secrétaires exécutifs, il y a aussi le directeur exécutif du RHDP. Oui, justement, j'allais. Ah d'accord, très bien, allez-y. Et au niveau du RHDP, on voit aussi, si vous voulez, ce quatuor qui est en train de se dégager, Kobena Kwasi Adjumani dans le Gontougo, Patrick Kachi dans Lamé, dans l'Agnebi Tiassa, Adama Bictogo, et puis le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà. De l'autre côté, bon, le EDS, bon, je n'en parlerai pas trop. Mais pour moi, il y a un top inattendu. C'est la jeune Fleur Akembo, qui était face à un dinosaure. Mais qui a eu un score, en tout cas officiel, celui qu'on a annoncé, puisque je crois que son équipe conteste là. Elle a fait une campagne surprenante, sans soutien aucun, mais je vous assure, aucun des barons, ni du FPI, ni du PDCI. Le PDCI a envoyé une mission le dernier jour. Oui, bon, le dernier jour, un peu sur les tards. Et donc, elle a été jetée comme ça dans l'arène, face à un dinosaure. Et elle a une campagne admirable. Moi, c'est l'un de mes tops. Voilà, maintenant pour les flops. Alors, les flops, messieurs, on y va. Mon premier flop, c'est un personnage et derrière tout, c'est Afinguisson pour moi. Parce que, à part sa circonscription de Bongouanou sous-préfecture, même dans la commune, il perd. Mais au-delà de lui, comme je l'ai dit, toute la gauche ivoirienne qui n'arrive pas à s'unir alors qu'elle a plus que besoin de s'unir. Parce qu'aujourd'hui, à la limite, c'est ridicule que le parti au pouvoir et son premier opposant soient en réalité des partis de droite et de la même famille et qui peuvent, par des circonstances, revenir ensemble. Et donc, s'ils reviennent ensemble, on est d'un parti unique. Puisqu'il n'y a plus de gauche. Donc, vraiment, que cette gauche-là se réveille. On a besoin d'elle dans le jeu politique. Voilà. Donc, mon deuxième flop, c'est la participation. J'ai envie de dire la citoyenneté. Autant on est fiers du calme qu'il y a pu y avoir, autant il faut que les Ivoiriens se mobilisent pour voter. Voter, c'est un droit pour lequel des gens sont morts. Des gens se sont sacrifiés pour que nous ayons le droit de voter. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort de voter. Et mon troisième flop, c'est un peu les flops là. Non, j'ai 3 flops et 3 tops. C'est comme ça que ça se passe dans le match de foot. Donc, mon troisième flop, c'est les indépendants cette année. Ils étaient beaucoup inscrits, mais peu d'élus. Peut-être parce que cette fois-ci, l'élection étant ouverte,
avec tous les partis politiques présents, les gens ont voté utile. Donc, les indépendants n'ont pas percé. Mais au-delà de tout ça, le top des tops, c'est les forces de défense et de sécurité qui se sont très bien illustrées, qui ont sécurisé parfaitement ce scrutin, avec à leur tête le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Dans les circonstances, je peux être divin, il savait que vous terminerez par cela, évidemment. Alors, un joker pour les tops. On a oublié les tops, tous les journalistes et hommes de médias qui sont présentés à cette élection. Avec à leur tête Antoine Assalé-Tiemoko qui l'a emporté. Notre chroniqueur. Assalé, franchement, chapeau, cher confrère. On va poursuivre avec les flops. Le flop chez moi, c'est EDS. C'est malheureux de voir ce parti si réduit, qui a été incapable de renouveler son personnel politique, qui a été incapable de tirer des leçons des éléments de langage de 2010 qui l'ont conduit là. On a entendu encore le même discours, encore plus renforcé, le repli identitaire, en récitant chaque 2 minutes le nom de Gbagbo, comme si c'était cela qui allait faire un peu. Mon flop, pour moi, c'est le FPI. On espère vraiment qu'ils vont se réveiller, que cette défaite-là va vraiment leur faire comprendre qu'il n'y a pas d'électorat captif, que la Côte d'Ivoire, les lignes ont bougé, que le bastion du FPI, la région de la Mé, la Nyebi, Tiassa, le Sud Comoué, toute la zone de la Guinée est en train de basculer au RHDP, que nos enfants qui ont 20 ans maintenant ne se rappellent plus trop de Laurent Gbagbo, de Bouga Doudou, que la Côte d'Ivoire est en train de changer, il faut de nouveaux visages. Et on espère que le FPI parviendra à susciter une grande famille politique avec tous ses partis satellites. Moi, mon flop, c'est le EDS et FPI. D'accord. Bernard. Le flop, enfin, le premier pour moi, bon, peut-être que c'est la défaite de certains membres du gouvernement, c'est vrai, il faut le dire. Et bon, c'est plus ou moins pas trop étonnant quand tu vois un peu le déroulement de l'élection présidentielle. C'est dans ces zones qu'il y a eu beaucoup de grabuge au niveau de la désobéissance civile. Bon, c'est vrai, il y a diverses explications, mais pour moi, c'est des flops puisque c'est des grosses défaites. Le second flop, et bon, il a dit, hein, moi, c'est la Gbagbo-dépendance au niveau du FPI. Gbagbo dépendant, quel que soit l'épithète, Laurent ou Simone, véritablement, si on ne sort pas de cette Gbagbo-dépendance, je pense que le FPI est appelé à disparaître d'ici 5 ou 10 ans. Ah, vous êtes dur, hein? Le flop des flops, pour moi, c'est le ministre Lida Kwasi Moïse, qui a tenu des propos qui n'honorent pas son rang. Ce monsieur a été l'une des 5 personnalités du régime du président Laurent Gbagbo. Et le discours qu'il a tenu à Lakota, ma foi, véritablement, en 2021, on ne doit plus pouvoir tenir ce type de discours. Je pense que lui-même, il a tiré les conséquences de son discours. L'homme qui l'accuse d'étranger, Kouyaté Abdoulaye, a été élu. Et ses parents lui ont démontré que le Kouyaté Abdoulaye est plus dida que lui, Lida Kwasi Moïse, et il devra faire avec. Je pense que les Ivoiriens ont compris vraiment les discours identitaires, tribaux et ethniques. C'est vrai, chacun de nous a un village, chacun de nous a une ethnie, mais il y a une chose qui est au-delà de l'ethnie du village, c'est la nation. Et je pense que si on comprend cela dans nos élections, on évitera moins de grabuge. Très bien. Brice Bamba, vous passez la main ou... Non, je voudrais quand même... C'est vrai que le lexique top-flop ne nous convient pas trop, mais il faut, en tant que défenseur des droits de l'homme, nous avons regretté certains propos, notamment les propos tenus à Lakota. C'est des propos qui ont, en son temps, engendré de nombreuses violations des droits de l'homme et même des assassinats ici en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas retourner à cela et nous, en tant que mouvement des droits humains, nous condamnons cela. Et à côté de ça, nous voulons aussi regretter la non-application de la loi sur, n'est-ce pas, le quota pour les femmes dans les instances électives. Ça, c'est quelque chose que nous regrettons et il va falloir qu'aux prochaines élections, nos institutions regardent cela de près. La Commission électorale indépendante, l'Assemblée nationale et j'allais dire le Conseil constitutionnel qui aurait pu casser ces listes. Il va falloir que les femmes aussi prennent les premiers plans, surtout qu'on est dans la ferveur de la journée internationale des droits des femmes. Il faut qu'elles prennent, elles également, le taureau par les cornes. Elles sont déjà engagées. Et parmi les flops aussi, on pourrait citer Belmondo Dogo. Elle a été élue. Parmi les tops. Les tops. Ah, autant pour moi. Parmi les tops, elle a été élue à Guy-Bérois, c'est ça? Oui, et il faut la féliciter. Il y a eu quelqu'un qui a dit, mais véritablement, elle a été élue avec 12 candidats. Une large avance, en tout cas. Femme. C'est cela. Alors, moi, Augustin Couillon. mon flop va être
quelque chose qui n'est pas, mais qui est disons, le système électoral appliqué aux législatives et certainement aux municipales, le scrutin à un tour. Je pense que la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas à sa première élection. En 1980, il y avait déjà des élections législatives à 2 tours. Je crois en 1980 et en 1985. C'était au sein du parti unique. Et on appelait ça les candidatures multiples au sein du parti unique. C'était intéressant parce que les 2 candidats, quand le premier n'avait pas atteint 50%, 50 plus 1, disons, les 2 arrivés en tête partaient pour un deuxième tour. Ça permettra de dégager des vrais élus, des élus qui ont effectivement la majorité avec eux. Alors qu'on se retrouve avec des gens élus avec parfois avec 20 et quelques % et ils sont élus, ou bien parfois avec une ou 2 voix de plus et bon, ils sont élus parce que soit quelqu'un a mal voté. Et ça, je pense qu'il faut que la Côte d'Ivoire, on ne doit pas se dire que non, les gens n'auront pas les moyens de faire campagne. Non. Et il faut qu'on revienne à la réalité démocratique. C'est-à-dire la démocratie, c'est celui qui gagne, c'est celui qui a la majorité. Et la majorité doit être claire et non relative. Très bien. André Silvéran, on termine avec vous. Oui, vos flops je vous, reviendrai particulièrement sur Lida Kwasi, vous avez produit une série de communiqués pour dénoncer le discours. Ma position actuelle est radicale, mais auparavant, je note un flop quand même, ce sont les procédures qui me paraissent un peu encore floues au sein de la commission électorale indépendante. Par exemple, demander à un candidat d'aller payer de l'argent à l'imprimerie nationale jusqu'à hauteur de millions pour avoir le listing électoral, alors que ce listing devrait être accessible à tous les citoyens ivoiriens, je trouve que c'est quand même un flop. Deuxième flop, je ne vais pas revenir sur les propos du ministre, de l'ex-ministre Lida Kwasi, mais je vais expliquer pourquoi cela n'a plus droit de citer. En fait, j'ai toujours dit que ceux qui tiennent ce genre de discours sont les meilleurs alliés, justement, du RHDP. Première chose, dire à un Ivoirien, même à un étranger, va chez toi, c'est une injure. C'est quelque chose qu'on entend souvent en Côte d'Ivoire. Va chez toi, ce n'est pas injure. Si, c'est une injure. Pourquoi? Parce que chaque Ivoirien est libre de vivre, de travailler, de faire la politique où il veut sur le territoire ivoirien. Bien sûr, il y a une sorte d'exode du nord vers le sud, mais demain, il peut y avoir de l'exode du sud vers le nord selon les contingences, selon les développements. Il peut y avoir une belle zone industrielle, une découverte de diamants ou bien je ne sais pas quoi, et puis les choses vont s'inverser. Voilà, première chose. Même à un étranger, quand vous dites « va chez toi », c'est une injure. Pourquoi? Parce que il a le droit, s'il a rempli les conditions pour être en Côte d'Ivoire, il n'appartient pas à un Ivoirien de lui dire « va chez toi ». Parce que même quand il est en faute, ce sont les structures régaliennes qui doivent l'accompagner chez lui. Cela veut dire qu'on l'a expulsé. Très bien. Deuxième chose, non, mais la troisième chose qui me paraît quand même assez importante, c'est que ce discours, justement, rassemble les partisans du RHDP. Aussi incroyable que cela puisse paraître, regardez ce qui s'est passé à Lakota. Mais c'est tout de suite, on sent la menace. Les partisans du RHDP sentent la menace. Moi, par exemple, je suis André Silvéran Conan, c'est vrai, mais j'ai grandi à Bouaké, dans une cour commune appartenant à des Silla. Et donc, quand vous êtes en train de parler, de fustiger des Odineka, une langue que je connais très bien et que je parle couramment, mais je pense justement à mes frères Silla, Diarasuba, Doumbia, les Siginani d'Odiné. Et je me sens interpellé. Voilà. Et donc, cette sorte de discours identitaire, ça ne marche pas. Le seul mérite, c'est de rassembler justement les partisans du RHDP et les opposants qui n'ont pas encore compris cela, ils sont totalement déconnectés. Très bien. En tout cas, merci à vous, Dr Arthur Banga, Dr Sylvain Guessant, Kra Bernard, Augustin Couillot, Drissa Bamba, André Silvéran Conan. Merci d'être venu faire le débat autour des premiers résultats de ces élections législatives. Félicitations
tous les vainqueurs. On va suivre encore une fois la CEI jusqu'au bout pour avoir la totalité des résultats et avoir finalement la cartographie et la couleur de la prochaine Assemblée nationale. Je pense qu'on en parlera dans l'émission le dimanche prochain. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.